Au moment où l'équipe de nettoyage faisait rouler ses chariots dans le couloir, le bureau ressemblait à une boîte vide. J'étais encore à mon bureau chez Lumen Vista, fixant des maquettes dont personne ne se souviendrait d'ici une semaine, quand mon téléphone a émis une seule, courte vibration. J'avais envoyé un message au groupe familial plus tôt dans la journée, demandant quelle chambre je devais prendre au chalet, puisque l'annonce indiquait clairement 12 lits et que personne ne m'avait répondu de toute la semaine. Au lieu d'une réponse normale, le nom de papa s'est affiché sur l'écran. Le message était court, froid, final. Pas de place pour toi pour le voyage de Noël. Peut-être l'année prochaine. J'ai continué à lire ces mots, comme s'ils pouvaient se réorganiser en quelque chose de raisonnable. Mais il n'y avait pas de faute de frappe, pas de message de suivi, pas d'explication. Rien, si ce n'est cette réponse brutale. Avant de vous dire ce que j'ai fait ensuite, laissez-moi vous poser une question. Que faites-vous en écoutant cette histoire? Vous marchez, vous cuisinez, vous essayez de vous vider la tête? Pour ma part, le soir où tout a éclaté, j'étais debout dans des baskets usées, une tasse de café froid sur mon bureau, faisant tout mon possible pour prétendre que j'allais bien. Si des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie, dites-moi ce que vous faites en ce moment. Je vous promets que cela aura son importance plus tard. J'ai ouvert la discussion de groupe de la famille. Le lien vers le chalet, datant de septembre, était toujours épinglé en haut. 12 couchages. Jacuzzi. Foyer extérieur. J'avais déjà acheté des bottes et des leggings thermiques pour ce voyage. Une nouvelle notification a glissé sur mon écran. Maman avait posté des photos. Chalet de Noël de la famille Hart. Ils étaient là, devant le SUV. Papa avec son bonnet rouge. Maman dans son pull blanc. Ethan et Megan avec des écharpes assorties. Émilie riant, les joues roses. Et à côté d'elle se tenait un homme que je connaissais à peine, Eden, son petit ami depuis peut-être 3 mois, souriant comme s'il avait gagné une place que j'avais apparemment perdue. 8 personnes sur la photo, un chalet conçu pour 12. Il y avait donc de la place, juste pas pour moi. Ma poitrine est devenue étrangement silencieuse, comme si tout à l'intérieur s'était figé au lieu de se briser. Papa a dû voir que j'avais lu son message, car un autre texto est apparu. Tu comprends? Est-ce que je comprends? J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Je comprenais parfaitement. J'étais la pièce qu'il pouvait retirer sans que la photo ne paraisse bancale. J'ai tapé 2 mots, les ai effacés, puis les ai remplacés par quelque chose de plus bref. Pas de souci. Je l'ai envoyé avant de pouvoir me convaincre d'être poli à nouveau. Le bureau semblait flou sur les bords alors que je fermais mon ordinateur portable et partais. Dehors, l'air de Seattle m'a frappé le visage avec cette morsure froide et humide qui ressemblait à une gifle. 4 pâtés de maison plus loin, je suis entré dans mon appartement, où les 3 cadeaux emballés que j'avais achetés pour eux trônaient sur la table, comme une blague que je m'étais faite à moi-même. J'ai pris mon téléphone avec des doigts engourdis et j'ai ouvert un navigateur. Vol d'hiver Paris depuis Seattle. J'ai fait défiler une liste d'options comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre. Puis un vol a attiré mon attention. Départ le lendemain après-midi, arrivé tôt le dimanche matin. Mes économies pouvaient le couvrir. J'avais des jours de congé. Je n'avais rien qui me retenait ici. Très bien, ai-je pensé. S'il n'y a pas de place à votre table, je trouverai de la place ailleurs. J'ai réservé le billet. Le lendemain matin, je faisais la queue au contrôle de sécurité de l'aéroport avec mon vieux bagage à main, rempli à la hâte et de manière inégale. Quand j'ai atterri à Paris, l'air sentait la pierre froide et le pain chaud. Je me suis enregistré dans un minuscule hôtel, coincé entre une boulangerie et un fleuriste, et je suis allé directement dans un café au coin de la rue. Je me suis assise près de la fenêtre embuée, j'ai commandé un croissant et j'ai pris une photo de la rue. La tour Eiffel se dessinait entre 2 bâtiments, comme si elle me regardait respirer pour la première fois depuis des années. J'ai posté la photo avec une légende simple sur les matins calmes et les nouveaux départs d'hiver. J'ai posé mon téléphone et j'ai essayé de rester immobile. 3 minutes ont passé. Puis l'écran s'est allumé. Appel manqué. 1 de maman, 2 de papa, puis d'autres. Ethan, Émilie, maman à nouveau, papa à nouveau. La discussion de groupe de la famille clignotait comme un voyant d'alerte. Je les ai comptés. 32 appels manqués. Mon cœur n'a pas bondi d'espoir. Il a sombré avec une lucidité implacable. Ils ne paniquaient pas parce que je leur manquais.
Il paniquait parce que, pour la première fois, j'étais sorti du cadre dans lequel il m'avait toujours enfermé. Dites-moi quelque chose. Quelqu'un vous a-t-il déjà regardé dans les yeux pour vous dire qu'il n'y avait pas de place pour vous? Pour ensuite paniquer quand vous êtes finalement parti? J'ai fixé le téléphone qui vibrait dans ma main jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, puis redevienne silencieux. Le café autour de moi bourdonnait des doux bruits du matin, des tasses touchant des soucoupes, des chaises raclant doucement sur le carrelage usé, une porte s'ouvrant et laissant entrer une bouffée d'air froid parisien. J'ai glissé le téléphone dans la poche de mon manteau et j'ai essayé de me concentrer sur l'odeur du pain chaud et du café torréfié, tout ce qui ne ressemblait pas à ma famille cherchant à me joindre, seulement après avoir réalisé que je n'étais plus là où il m'avait placé. Le lendemain matin est arrivé doucement. Je me suis réveillé dans la lumière tamisée que Paris semble conserver même par temps clair en hiver, une douce lueur argentée qui fait paraître les bâtiments plus vieux et les gens plus calmes. Ma petite chambre d'hôtel était fraîche, et j'ai resserré mon pull autour de moi en sortant dans le couloir, puis en descendant les escaliers étroits jusqu'à la rue. L'air extérieur avait un goût vif, comme quelque chose de nouveau. J'ai marché quelques pâtés de maison jusqu'à ce que le même petit café de la veille apparaisse, ses fenêtres embuées sur les bords, sa porte d'entrée légèrement entr'ouverte malgré le froid. Une cloche a tinté légèrement lorsque je suis entré. La chaleur m'a frappé le visage, et l'odeur de beurre des viennoiseries derrière le comptoir a flotté vers moi comme un salut. J'ai commandé un croissant et un café crème, et je les ai portés à une petite table près de la fenêtre. J'ai d'abord posé le téléphone face contre table, prétendant que je pouvais m'offrir un repas sans interruption, mais ma main n'arrêtait pas de dériver vers lui. Finalement, je l'ai retourné et j'ai appuyé sur lecture pour le premier message vocal. C'était mon père. Sa voix était sèche, saccadée, tendue de cette manière caractéristique qu'il emploie quand il pense être rationnel. Il disait des choses comme « Pourquoi ferais-tu ça pendant les fêtes, et tu as rendu les choses plus difficiles pour tout le monde ?» Il semblait plus contrarié qu'inquiet. Quand le message s'est terminé, il y a eu une pause, puis le suivant a commencé automatiquement. Celui-ci venait de ma mère. Sa voix tremblait un peu, non pas de peur ou d'inquiétude, mais de gêne. Elle disait que les gens posaient déjà des questions sur moi, et qu'elle aurait aimé que je la prévienne pour qu'elle puisse préparer quelque chose à dire. Elle m'a dit que mon timing était terrible, que je l'avais mise dans une mauvaise position, que je devais arrêter d'attirer l'attention. J'ai mis le message en pause à mi-chemin. Cela a resserré quelque chose dans ma poitrine que je ne voulais pas examiner de trop près. Le troisième message vocal venait d'Émilie. Elle parlait vite, trop vite, comme si elle ne voulait pas me laisser le temps de réfléchir. Elle disait que je mettais le désordre partout et que maintenant, elle devait expliquer aux gens pourquoi je faisais ma dramatique. Il y a eu un bruissement en arrière-plan, peut-être quelqu'un d'autre dans la cuisine du chalet. Puis elle a soupiré dans le téléphone, un long soupir agacé qui m'a rappelé notre adolescence, quand elle claquait la porte de sa chambre parce que j'avais emprunté son pull sans demander. Le message s'est arrêté là. J'ai pris une gorgée de mon café et j'ai senti une amertume qui, je le savais, ne venait pas des grains. J'ai ouvert l'application sociale, même si je savais que je n'aurais pas dû. La première chose que j'ai vue, c'est la photo du chalet de ma mère. Les commentaires avaient augmenté pendant la nuit. La plupart étaient d'inoffensifs petits cœurs et des émojis de flocons de neige de ses collègues, mais quelques-uns se démarquaient. Où est Mackenzie? Je pensais qu'elle venait. Ça manque de ne pas voir toute la famille réunie. C'étaient des questions simples, mais elles avaient du poids. Ma famille détestait les questions qui n'avaient pas de réponse claire. J'ai rafraîchi la page à nouveau, puis j'ai mis le téléphone de côté et je me suis forcé à regarder par la fenêtre. De l'autre côté de la rue, un boulanger balayait le perron, envoyant de petites miettes de croûte dans le caniveau. Un couple portant des sacs en papier est passé, emmitouflé dans d'épaisses écharpes. Une camionnette de livraison s'est garée près du coin, le chauffeur sautant et disparaissant dans une boutique. La vie suivait son cours, que ma famille l'approuve ou non. Le croissant s'effritait sous mes doigts. J'en ai arraché un morceau, sentant le centre doux et chaud sous la coque croustillante, et je l'ai laissé sur ma langue un instant avant d'avaler. C'était réconfortant, normal, quelque chose que mon corps comprenait, même quand mon cœur ne le faisait pas. La cloche au-dessus de la porte a de nouveau tinté. Quand j'ai levé les yeux, une femme aux cheveux bruns attachés en un chignon lâche est passée derrière le comptoir. Elle a salué le barista en français, sa voix douce et posée. Puis elle s'est légèrement tournée et a remarqué que je la regardais. Elle s'est approchée, s'essuyant les mains sur son tablier, et a dit bonjour dans un anglais légèrement accentué. Je lui ai dit que le croissant était parfait.
Elle a souri d'une manière qui a atteint ses yeux. Je suis Claire, dit-elle en se touchant légèrement la poitrine. Je suis la propriétaire. Vous êtes venu hier aussi. Oui, ai-je hoché la tête. Il y avait quelque chose de rassurant dans sa présence, comme si je parlais à quelqu'un qui n'avait aucun intérêt dans mes choix. Elle m'a demandé si je rendais visite à ma famille. J'ai hésité une fraction de seconde de trop. Puis j'ai dit, je me rends visite à moi-même. Elle a ri doucement et a dit que c'était une très bonne personne à qui rendre visite. Puis elle est retournée au comptoir, me laissant avec la chaleur tranquille de quelqu'un qui n'exigeait pas d'explication. J'ai fini mon petit déjeuner lentement, étirant chaque gorgée de café, comme si cela pouvait ralentir les pensées dans ma tête. Mes yeux se sont de nouveau tournés vers l'extérieur et ont aperçu une famille debout au bord du trottoir. Un homme et une femme, tous deux d'âge moyen, portant des bonnets de laine rouges assortis. Entre eux se tenait une petite fille, d'environ 6 ans, tenant un minuscule cadeau emballé dans ses mains gantées. Le père s'est penché et a enlevé les flocons de neige de son bonnet. La mère a ajusté son écharpe autour du cou de la jeune fille. Il semblait se préparer à prendre une photo. Le père a sorti son téléphone et s'est accroupi pour qu'ils puissent tous tenir dans le cadre. La fille lui a souri, son visage entier rayonnant. Elle tenait le petit cadeau près de sa poitrine comme un trésor. Quelque chose en moi s'est serré. L'image a appuyé sur une vieille blessure que je pensais avoir appris à ignorer. Je me suis souvenu de la sensation d'être assise sur les marches du porche de mon enfance les matins de Noël, quand ma famille allait voir des cousins sans moi parce que quelqu'un devait garder la maison. Je me suis souvenu d'avoir 14 ans et d'entendre des rires derrière une porte fermée, parce qu'ils prenaient une photo de famille et avaient oublié de m'appeler. Je me suis souvenu de m'être dit que ça n'avait pas d'importance, que la photo était plus belle avec moins de monde de toute façon. Mais regarder cette petite fille se tenir là, entre ses parents, en sécurité, au chaud et pleinement incluse, a fait naître une douleur en moi. Ce n'était pas de la jalousie, exactement, mais plutôt la reconnaissance d'avoir survécu à trop d'années passées en dehors de cadres auxquels j'aurais dû appartenir. Claire s'est approchée pour débarrasser une table près de la mienne et a jeté un coup d'œil par la fenêtre. Elle a dit, ils ont l'air heureux, et j'ai hoché la tête, fixant toujours la famille alors qu'ils riaient de quelque chose que la petite fille faisait. Le père a de nouveau essayé de prendre la photo, ses mains tremblant de froid ou d'amusement, et la mère s'est penchée pour embrasser la joue de la jeune fille. La fille a gloussé et a jeté ses bras autour d'eux. Je les ai regardés jusqu'à ce qu'ils s'éloignent, disparaissant dans le flot de gens sur le trottoir. Même après leur départ, l'espace qu'ils occupaient semblait scintiller dans mon esprit. Le contraste entre ce petit moment d'appartenance et tout ce que j'avais ressenti au cours des dernières 24 heures était si vif qu'il m'a presque donné le vertige. J'ai pressé légèrement ma paume contre ma poitrine et j'ai respiré lentement, régulièrement, jusqu'à ce que la douleur s'adoucisse. Je me suis rappelé que j'étais à Paris. Je m'y étais amené moi-même. On ne m'avait pas invité, mais j'étais arrivé quand même. La porte du café s'est de nouveau ouverte, et un courant d'air froid a balayé le sol. Claire a levé les yeux et a salué le nouveau client. J'ai rassemblé mes affaires, glissé quelques euros sur la table, et je me suis levé. La lumière extérieure semblait plus vive maintenant, presque crue, mais elle m'attirait d'une manière qui ressemblait à un défi. Lorsque je suis sorti sur le trottoir, la ville s'étendait devant moi, pleine de rues étroites et de vieilles pierres, de voix s'élevant et retombant dans une langue que je ne parlais pas. La petite famille n'était nulle part en vue. Le trafic matinal murmurait comme une marée lointaine. J'ai fourré mes mains dans mes poches et j'ai commencé à marcher, incertaine de ma destination, mais sachant que je devais continuer à avancer. Le téléphone dans ma poche a de nouveau vibré, un rappel doux et insistant que mon monde, là-bas, n'en avait pas fini avec moi. J'ai continué à marcher quand même. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais pendant que je suivais une rue étroite de Paris qui sentait le café et la pierre froide, le chalet dans le Colorado bourdonnait comme un nid de frelons dans lequel on aurait tapé. Mon père avait choisi un endroit près de Breckenridge. Grand, au plafond, poutres apparentes, cheminée en pierrel genre d'endroit qui rend bien en photo. Le matin après que j'ai posté ma petite photo tranquille, il se tenait dans ce salon, tenant son téléphone si fort que ses jointures blanchissaient. Le feu crépitait. La neige tombait doucement dehors, et il ne semblait rien voir de tout cela. Il fixait son écran, faisant défiler, respirant bruyamment par le nez. Ma photo de Paris avait flotté dans les fils d'actualité des gens qui suivaient ma mère et ma sœur. Quelqu'un de leur église l'avait partagé, puis un autre. Au moment où la deuxième cafetière finissait de couler dans la cuisine du chalet, la moitié du comité de l'église de Tacoma avait vu que Mackenzie,
la fille censée être trop occupée ou trop quelque chose pour le chalet familial, était assise dans un café avec la tour Eiffel en arrière-plan. Dans la cuisine, ma mère s'affairait comme une femme organisant un spectacle. Des muffins dans un panier, des fruits coupés dans un bol, des serviettes de Noël qu'elle avait apportées de la maison, disposées juste comme il faut. Elle vérifiait son téléphone toutes les quelques secondes quand elle pensait que personne ne la regardait. Elle a reçu un message de Marian, une des femmes plus âgées de l'église. C'était un message privé, pas sur la page publique. Marian lui demandait pourquoi je n'étais pas sur la photo du chalet et disait que c'était étrange, car tout le monde savait que j'étais celle qui se portait toujours volontaire pour le festival d'automne et les collectes de fonds. Il y avait quelques petits émojis de cœur, mais les questions étaient là, entre les mots, lourdes et claires. Un autre message est venu de la femme qui gérait la banque alimentaire. Elle disait qu'elle venait de voir que j'étais à Paris et demandait si cela signifiait que je n'aiderais pas au tri des dons du Nouvel An cette fois-ci. Puis elle a ajouté qu'elle espérait que je prenais soin de moi, car quelqu'un d'aussi généreux que moi méritait qu'on prenne soin d'elle. Ma mère a lu ces messages les lèvres pincées. Le passage sur ma générosité, sur le fait que d'autres personnes remarquaient mon absence, lui a fait rougir les joues. Elle a tapé et effacé des réponses, puis a rangé le téléphone dans son tablier et est retournée à ranger les muffins comme s'il pouvait tout réparer. À la longue table du chalet, Émilie était assise à côté d'Eden. Il semblait légèrement déplacé dans cette pièce, essayant toujours de s'intégrer dans une famille qu'il connaissait à peine. Il buvait son café lentement, les yeux passant d'une personne à l'autre, observant les vieilles habitudes dont il ne faisait pas encore partie. Il avait son propre téléphone sur la table. Quand ma publication est apparue dans son fil d'actualité, il lui a fallu une seconde pour comprendre ce qu'il regardait. Il a vu le café, la tour au loin, et la légende sur les matins calmes. Puis il a regardé mon nom d'utilisateur, a cligné des yeux, et a vérifié à nouveau. Il connaissait mon nom. Il avait déjà vu mon profil quelques fois quand Émilie m'avait identifié dans une vieille publication, l'automne dernier. Chaque fois que mon visage apparaissait sur son écran, elle balayait le sujet, lui disant que j'étais enchaîné à mon travail et que je ne rentrais jamais pour les fêtes. Elle disait que j'étais toujours la plus occupée à la fin de l'année, que mon entreprise ne pouvait pas fonctionner sans moi. Elle disait les choses d'une manière légère et désinvolte, comme si c'était des faits et non des choix. Maintenant, il était assis là, dans ce grand chalet chaleureux, regardant mes parents verser du jus d'orange et plaisanter sur les pistes de ski. Et il tenait dans sa main la preuve que j'étais de l'autre côté de l'océan, assise dans un café que j'avais choisi moi-même, pas enterré au travail, pas enfermé dans un bureau. Il s'est penché vers Émilie et a gardé la voix basse pour que mon père ne l'entende pas. Il lui a dit qu'il pensait que je restais à Seattle pour le travail, que ça ne ressemblait pas à du travail. Il lui a demandé si tout allait bien entre moi et mes parents. Émilie s'est agitée sur sa chaise. Elle a haussé les épaules, a pris un muffin qu'elle n'a pas mangé. A dit que j'aimais compliquer les choses, que j'aimais faire du spectacle. Elle a dit que j'aurais pu venir si j'avais voulu, que je n'aimais tout simplement pas faire l'effort. Eden a observé son visage quand elle a dit ça. Il a remarqué qu'elle n'osait pas tout à fait le regarder dans les yeux. Il a grandi dans une maison où les sentiments n'étaient pas décoratifs, où sa mère appelait les gens directement quand il y avait un problème au lieu de lisser les choses en ligne. Quelque chose dans tout ça lui a donné la chair de poule. Mon père s'est approché de la table et a demandé à Eden s'il était prêt à essayer les pistes plus difficiles. Sa voix portait cette joie festive qu'il affichait pour les réseaux sociaux, mais il y avait une tension au coin de son sourire qui ne correspondait pas au ton. Toutes les quelques secondes, ses yeux revenaient à son téléphone où de nouvelles notifications s'alignaient. Quelqu'un avait laissé un commentaire sous la photo du chalet de ma mère, celle avec eux tous devant le SUV. C'était l'une des dames qui organisait la vente de gâteaux de l'église. Elle demandait où j'étais et ajoutait que ça ne ressemblait tout simplement pas aux fêtes sans voir toute la famille Hart réunie. Quelques autres femmes ont aimé le commentaire. Il flottait là, comme une petite pancarte de protestation dans une mer de messages heureux. Mon père détestait tout ce qui brouillait son image. Il se souciait de ce que pensaient les hommes du country club, de ce que pensait le pasteur, de ce que pensaient ses clients quand il parlait de sa vie de famille. L'idée que certaines de ces personnes puissent maintenant imaginer sa fille seule à Paris pendant qu'il skiait avec un nouveau petit ami le rongeait. Il a attrapé sa veste et a dit à tout le monde qu'ils allaient sur les pistes. Il l'a plus aboyé qu'il ne l'a dit. Ma mère s'est affairée avec son écharpe et a demandé s'il allait répondre à Marian. Il a répondu sèchement qu'il s'en occuperait plus tard, que les gens exagéraient les choses, que ce n'était que des bêtises de réseaux sociaux. Sur la route de la montagne,
la voiture était presque trop chaude. Le chauffage à fond, les vitres s'embuant dans les coins. Ethan et Megan étaient assis à l'arrière, parlant doucement des pistes qu'ils voulaient essayer. Emily faisait défiler son téléphone à l'avant. Eden était assis à côté d'elle, ses mains tripotant la fermeture éclair de sa veste. Il a jeté un coup d'œil à son écran et a vu la discussion de groupe de la famille. Il a regardé le haut du fil où mon nom était là, en gris et silencieux. Des messages de ma mère, de mon père et de mes frères et sœurs s'empilaient, tous sans réponse de ma part, du moins aucune qu'il pouvait voir. Il a demandé à Emily, doucement mais clairement, si elle m'avait vraiment dit qu'il n'y avait pas de place. Elle lui a lancé un regard, ce regard d'avertissement que les couples utilisent quand ils veulent que l'autre personne laisse tomber un sujet. Elle a dit que c'était plus compliqué que ça. Qu'il ne comprenait pas l'histoire. Que mon énergie pouvait être pesante pendant les fêtes et que le voyage était censé être paisible. Ce mot est resté en suspens dans l'air. Paisible. Comme si j'étais le bruit. Quand ils sont revenus au chalet, fatigués et les joues rouges de froid, le ciel commençait à prendre cette teinte rose douce qu'il a en montagne juste avant la tombée de la nuit. La lumière du porche s'est allumée automatiquement. À l'intérieur, le feu s'était réduit à des braises incandescentes. Ma mère a vérifié son téléphone dès qu'elle a enlevé ses bottes. Un autre message de l'une des dames de l'église l'attendait. Celui-ci venait d'une femme qui avait toujours été amicale avec moi, quelqu'un dont j'aidais les petits-enfants à faire leurs devoirs au sous-sol de l'église. Elle a écrit qu'elle espérait que j'allais bien et a ajouté que j'avais toujours été d'une grande aide pour tout le monde. Puis elle a demandé à ma mère, simplement et directement, si quelque chose s'était passé, car il ne me ressemblait pas d'être si loin à Noël, à moins d'avoir une raison. Ma mère l'a lu et quelque chose en elle s'est resserré. Pendant des années, elle avait raconté l'histoire de moi étant difficile, émotive et dramatique. Mais maintenant, cette histoire se heurtait à une autre vérité, celle que d'autres personnes avaient vue, la fille qui restait tard pour aider à nettoyer après les événements de l'église, qui s'inscrivait toujours pour apporter le dessert aux collectes de fonds. Elle est allée dans la cuisine et s'est versé un verre de vin qu'elle ne voulait pas vraiment. Eden est entré derrière elle. Emily était à l'étage en train de se changer pour le dîner. Ethan et mon père s'occupaient de la télévision dans le salon, essayant de faire fonctionner une chaîne de sport. Dans le silence de la cuisine, ma mère a marmonné que ça devenait incontrôlable, que les gens commençaient à poser les mauvaises questions. Eden s'est raclé la gorge et lui a demandé doucement ce qu'elle voulait dire. Ma mère s'est retournée, surprise par sa présence. Elle avait oublié qu'il l'avait suivie. Elle a souri de ce sourire de circonstance qu'elle utilisait au déjeuner de l'église et a dit que des amis de la maison étaient juste confus, qu'ils ne comprenaient pas la dynamique familiale. Elle a dit que Mackenzie aimait faire les choses à sa manière, qu'elle ne s'intégrait pas bien dans les grands groupes. Eden a écouté, toujours concentré. Il lui a dit que, de son point de vue, il semblait que Mackenzie avait été invitée puis que quelque chose avait changé, car Emily avait parlé de planifier le voyage avec elle. Il l'a dit non pas comme une accusation, mais comme une observation. Il a ajouté qu'il était difficile de concilier l'image d'une sœur égoïste avec les messages qu'il avait vus de gens qui se souciaient clairement de moi. Ma mère a ouvert la bouche pour répondre, mais les mots qui tourbillonnaient dans sa tête toute la journée lui ont échappé avant qu'elle ne puisse les polir. Elle a dit que le but du chalet était d'essayer un groupe plus restreint, quelque chose de plus choisi, qu'il l'avait invité pour équilibrer les choses parce que Mackenzie avait tendance à plomber l'ambiance. Elle a dit que sa présence ruinait toute l'atmosphère pour tout le monde, et que cette année, il voulait quelque chose de plus léger. À la seconde où les mots ont quitté sa bouche, elle a semblé les entendre en même temps qu'Eden. Sa main s'est envolée vers ses lèvres comme si elle pouvait les y faire rentrer. Il est resté très immobile. Les bruits du salon sont parvenus jusqu'à eux, mon père riant un peu trop fort de quelque chose à la télévision, le tintement d'Ethan ouvrant une bouteille. Eden a rejoué sa phrase dans sa tête. Il l'avait invité, lui, un homme qu'il connaissait à peine, en partie parce que mon existence rendait leurs vacances moins agréables, parce que ma présence ne cadrait pas avec leur image. Il a pensé au fait que j'étais seul à Paris à ce moment-là, buvant un café dans une ville étrangère pendant qu'ils étaient assis dans un chalet, se disant que c'était la paix. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis il a hoché la tête une fois, lentement, et a détourné le regard, la mâchoire serrée. Ma mère a essayé de se rattraper, d'ajouter que les familles étaient compliquées et que bien sûr il m'aimait, que j'étais juste sensible. Mais le mal était fait. La vérité s'était glissée à travers les fissures de son scénario. À l'étage, Emily l'a appelé pour qu'il vienne voir quelque chose de drôle sur son téléphone. Il n'a pas bougé tout de suite.
Le chalet, plein de lumière chaude et de décorations de Noël, lui a soudain semblé être un décor de théâtre. Il pouvait sentir le froid extérieur pressé contre les fenêtres, la neige s'accumulant plus haut contre la terrasse. Il a réalisé, dans cette cuisine silencieuse éclairée par des lumières sous les armoires, qu'il était entré dans une histoire où une personne avait été effacée bien avant qu'elle ne réserve un billet pour Paris. De retour à Seattle, pendant que je suivais les rues secondaires de Paris et que j'essayais de mémoriser la façon dont les lumières des ponts frappaient la vieille pierre, ma boîte de réception s'est discrètement transformée en autre chose. Chez Lumen Vista, c'était encore tard le samedi soir. Le bâtiment était sombre, à l'exception de l'équipe de nettoyage et de quelques serveurs qui bourdonnaient en arrière-plan. Mais quelque part de l'autre côté de la ville, ma coéquipière Sophie était assise sur son canapé, son ordinateur portable ouvert. Elle avait cette habitude de vider sa boîte de réception avant chaque nouveau sprint, même le week-end, pour ne pas se sentir prise au dépourvu le lundi matin. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait failli ignorer la notification de notre boîte de réception de projet partagé. Elle provenait de l'adresse générale de l'équipe des ressources humaines, le genre que l'on suppose concerner les avantages sociaux ou une mise à jour de politique, mais la ligne d'objet contenait mon nom complet. Cela a attiré son attention. Elle a cliqué et a trouvé un message transféré de notre responsable des ressources humaines, Daniel. Au-dessus de sa courte note, l'email original était là, comme une mine terrestre. Il provenait de Megan Hart, ma belle-sœur, utilisant son adresse professionnelle de l'entreprise technologique où elle travaillait aux ressources humaines. Dans ce message, Megan se présentait comme un membre de la famille inquiet. Elle disait vouloir informer l'entreprise que j'avais une tendance à publier des photos en ligne d'une manière qui semblait conçue pour attirer la pitié et l'attention. Elle a écrit que mon récent voyage soudain à l'étranger et la façon dont je le partageais sur les réseaux sociaux avaient alarmé la famille. Elle a laissé entendre que je pourrais avoir des difficultés mentales et a suggéré, dans un langage d'entreprise prudent, que Lumen Vista me surveille pour un risque potentiel pour la réputation. Sophie l'a lu 2 fois. Elle m'a dit qu'elle a senti une lente colère monter en elle la 2e fois. Elle s'était assise à côté de moi dans des bureaux ouverts pendant des années. Elle m'avait vu rester tard pour finir des prototypes, apporter des beignets les jours de lancement, faire des tests utilisateurs tout en luttant contre un rhume. Elle ne m'avait jamais vu une seule fois chercher la pitié. Daniel avait ajouté une note calme et prudente en haut. La politique de l'entreprise stipulait que lorsqu'un tiers soulevait une préoccupation de santé mentale mentionnant des problèmes potentiels de sécurité ou de réputation, les RH devaient le documenter. Il a dit qu'il ne connaissait pas le contexte et ne voulait rien supposer. Il a demandé si quelqu'un de mon équipe immédiate avait remarqué des changements dans mon comportement et, si oui, de les signaler en privé. Sophie s'est penchée en arrière contre son canapé et a fixé le plafond un moment. Elle a pensé aux dernières semaines. J'avais été fatigué, bien sûr. Nous poussions une grosse mise à jour, et la fin de l'année ressemblait toujours à un sprint dans le sable. Mais je respectais toujours les délais, je répondais toujours aux messages, je me présentais toujours aux réunions debout avec mon chignon en désordre et mon thermos de café. La seule chose inhabituelle était que j'avais enfin pris les jours de congé que mon manager me disait d'utiliser. Elle est revenue en arrière et a vérifié l'horodatage de l'email de Megan. Il était arrivé dans la boîte de réception de Daniel juste avant minuit le samedi. Pas au milieu d'une journée de travail, pas après un gros problème de performance, juste après que ma photo de Paris ait commencé à faire le tour chez nous. Sophie a dit qu'elle a senti quelque chose se mettre en place. Il ne s'agissait pas d'inquiétude pour mon bien-être. C'était de la stratégie. Ma propre famille essayait de prendre les devants sur une histoire qu'aucun d'eux n'était assez courageux pour raconter honnêtement. Elle a tapé une réponse mesurée à Daniel. Elle a dit qu'elle n'avait vu aucun signe que j'étais instable ou en danger. Elle a mentionné que j'étais en vacances bien méritées et que mon travail avait été solide. Elle n'a pas donné son avis. Elle savait qu'il ne fallait pas critiquer ma belle-sœur par écrit, mais elle a fait ce qu'elle pouvait pour mettre du poids de l'autre côté de la balance. Pendant qu'elle faisait cela, Daniel était assis à sa table de cuisine, son ordinateur portable ouvert, la lumière de l'écran se reflétant dans ses lunettes. Il avait travaillé au RH assez longtemps pour savoir quand une histoire de famille ne tenait pas debout, mais la politique était la politique. Il a ouvert un nouveau dossier à mon nom, l'a étiqueté avec précaution, et a enregistré l'email entrant comme une préoccupation de tiers. Puis, parce qu'il se souciait réellement des humains derrière les dossiers, il m'a rédigé un court message. Il l'a gardé neutre et gentil. Il a dit qu'il espérait que j'appréciais mes congés, que voyager pendant les fêtes pouvait susciter des sentiments compliqués, et qu'à mon retour,
il aimerait organiser un rapide entretien pour s'assurer que je me sentais soutenu. Il n'a pas mentionné Megan par son nom. Il a seulement dit qu'il avait reçu une note d'un parent et voulait s'assurer que je la prenne de lui, pas par les rumeurs du bureau. Il a appuyé sur envoyer. L'email a tranquillement traversé l'océan et a atterri dans ma boîte de réception alors que j'étais debout sur un pont, prenant des photos de la rivière. Cette nuit-là à Paris, de retour dans ma petite chambre d'hôtel, j'ai enlevé mes bottes et je me suis assise sur le bord du lit. Le radiateur sifflait faiblement. Je me suis frotté les pieds à travers mes chaussettes et j'ai ouvert mon ordinateur portable, me disant que je jetterais seulement un coup d'œil à mes emails personnels pour effacer les spams. Le nom de Daniel en haut de ma boîte de réception m'a noué l'estomac avant même que je clique. Mon cerveau a parcouru une liste des pires scénarios en une fraction de seconde. Licenciement, coupe budgétaire, projet annulé. Au moment où l'email s'est ouvert, mon cœur battait déjà la chamade. En lisant son message, les battements se sont transformés en quelque chose de plus froid. Il n'a pas dit grand-chose, mais il en a dit assez. Un membre de la famille avait écrit. Ils étaient inquiets. Ils voulaient faire le point à mon retour. J'ai fixé le mot famille jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Ma première pensée était presque absurde. Je me suis demandé lequel d'entre eux avait finalement découvert comment taper correctement le nom de famille de Daniel. Puis la deuxième pensée est venue, plus lourde. Ils n'appelaient plus seulement mon téléphone pour me gronder. Ils s'immisçaient dans le seul endroit que j'avais construit qui n'avait rien à voir avec eux, le seul endroit où j'avais gagné le respect par moi-même. J'ai fermé l'ordinateur portable lentement, comme si en le faisant doucement, le message pouvait s'adoucir. La pièce a soudain semblé plus petite. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient faiblement au loin à travers ma fenêtre, mais elles semblaient très loin. Je me suis allongé sur le lit et j'ai fixé le plafond blanc fissuré. Mon esprit s'est emballé, anticipant mon vol de retour, le fait de m'asseoir en face de Daniel dans une petite salle de conférence, d'essayer d'expliquer que ma belle-sœur aimait jouer les sauveuses tout en allumant des incendies derrière les gens. Mais sous l'angoisse, quelque chose d'autre a commencé à se former, une fine et dure ligne de colère. Pas sauvage et désordonnée comme un incendie, mais concentrée, comme un fil tendu. Ma famille avait décidé qu'il n'y avait pas de place pour moi dans leur chalet. Maintenant, depuis ce même chalet, ils essayaient de m'évincer de ma propre vie ailleurs. Je me suis tourné sur le côté et j'ai remonté la fine couverture jusqu'à mon menton. Les bruits de la ville parvenaient de la rue, doux et inconnus. La lueur de la tour peignait une faible bande sur le mur. Le sommeil n'est pas venu facilement. Quand il est finalement arrivé, il était léger et agité. J'ai rêvé de couloirs de bureaux se transformant en montagnes couvertes de pins, de mon badge n'ouvrant plus les portes, de ma mère se tenant dans le hall de l'Humaine Vista avec un plat à gratin et un air renfrogné, disant à Daniel que je mettais tout le monde mal à l'aise. Le matin, je me suis réveillé avec la mâchoire douloureuse à force de l'avoir serrée pendant mon sommeil. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet alors que de nouveaux messages s'empilaient, de petites tapes numériques de l'autre côté de l'océan. J'ai pressé ma paume à plat contre ma poitrine et j'ai pris une lente inspiration. Il m'attaquait des deux côtés maintenant, famille et travail. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti le début d'une décision se former en moi. Quelque chose de petit et de stable, comme une fine ligne tendue à l'intérieur de ma poitrine. Je suis resté immobile dans le silence de la chambre d'hôtel jusqu'à ce que le soleil pousse enfin une douce lumière pâle à travers les rideaux. Puis je me suis assise, je me suis lavé le visage, et je suis sorti dans le matin froid. J'ai marché sans choisir de direction d'abord. Paris bougeait autour de moi avec cette douceur hivernale. Des gens emmitouflés dans des écharpes, des petites boutiques ouvrant leurs portes, la rivière portant une légère brume au-dessus de sa surface. J'aurais dû me sentir en paix, mais le bourdonnement de mon téléphone ne s'est jamais vraiment arrêté. C'était comme si ma vie, là-bas, tirait constamment sur le bord de mon manteau. Je l'ai ignoré aussi longtemps que j'ai pu. Quelques heures plus tard, je suis entré dans une boulangerie pour quelque chose de chaud et de sucré. J'ai commandé une brioche et un café et je me suis glissé à une table d'angle près d'un radiateur qui cliquetait doucement. L'odeur de beurre et de levure m'a enveloppé, et pendant un instant, je me suis permis de rester immobile. Puis j'ai sorti mon téléphone. La première chose que j'ai vue, c'est la page de l'église de ma mère, celle qu'elle aimait parcourir pendant ses soirées tranquilles. Je ne la suivais pas directement, mais une publication avait été partagée par l'un de mes anciens amis de l'église et mon nom y était identifié. En haut de la page, il y avait une publication de Madame Delaney, la responsable du comité de l'église. Sa photo de profil était la même qu'elle utilisait depuis des années,
Celle prise après un petit déjeuner de charité où elle se tenait devant des tables de mouflées de conserve données. Elle m'avait toujours apprécié. Elle appréciait quiconque arrivait tôt et restait tard sans qu'on le lui demande. Sa publication était simple. Elle demandait pourquoi Mackenzie n'était pas au chalet familial cette année, puisqu'elle avait toujours été d'une grande aide pour l'église. En dessous de sa publication, il y avait une petite série de commentaires, puis de plus en plus. J'ai fait défiler lentement. C'était comme regarder quelque chose se dérouler à travers une fenêtre. Une femme demandait si j'étais tombé malade. Une autre se demandait si j'avais enfin pris des vacances parce que je travaillais trop dur. Une troisième a mentionné que sa petite fille avait adoré les nouvelles fournitures d'art que j'avais déposées pendant l'été et a ajouté qu'elle espérait que j'allais bien. Aucune d'elles ne semblait en colère. Elle semblait confuse, concernée, et sincèrement attachée à moi d'une manière que je ne m'attendais pas à voir écrite comme ça. Puis j'ai remarqué autre chose. Les commentaires disparaissaient. Je faisais défiler vers le bas, envoyais quelques-uns, je rafraîchissais, et soudain il y en avait moins. Ma mère les supprimait. Je connaissais trop bien ce schéma. Chaque fois que les choses semblaient désordonnées dans son monde en ligne, elle les rangeait de la même manière qu'elle nettoyait le sel renversé sur le comptoir de la cuisine, rapidement, anxieusement, avec détermination. Mais à mesure que les commentaires disparaissaient, de nouveaux apparaissaient encore plus vite. Certaines femmes reposaient les mêmes questions. D'autres écrivaient de petites lignes demandant des prières pour moi au cas où. Quelques-unes ajoutaient de doux rappels que chaque enfant méritait une place à la table de Noël. Plus elle essayait d'effacer, plus elle attirait l'attention. J'ai appuyé mon pouce au centre de l'écran, essayant de calmer ma respiration. Ma mère avait toujours tenu à son image au sein de cette église. Elle passait des heures à préparer de la nourriture pour les repas partage, à décorer pour les événements, à s'assurer que ses tenues étaient parfaites pour les offices du dimanche. Les gens là-bas étaient devenus son monde social, son cercle d'approbation, l'endroit où elle se sentait vue. L'idée qu'ils puissent avoir une mauvaise opinion d'elle devait la ronger de l'intérieur. Mon téléphone a vibré avec une nouvelle notification. C'était du pasteur Carole. Elle avait envoyé un message public à ma mère, mais elle m'avait aussi contacté directement. Ses mots étaient doux. Elle a dit que j'avais toujours été une lumière vive dans la communauté et qu'elle priait pour que je sois en sécurité et au chaud, ou que je célèbre Noël cette année. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai laissé la gentillesse s'installer en moi. C'était étrange comme ce sentiment était peu familier. Puis j'ai vu une nouvelle publication apparaître sous le fil original. Celle-ci venait d'une femme plus âgée nommée Sharon, quelqu'un qui suivait les dons chaque saison des fêtes. Son message était clair. Elle a écrit qu'elle avait vérifié les reçus et réalisé que plusieurs des dons anonymes faits cette année-là provenaient de moi. Puis elle a ajouté que les gens devraient savoir que j'avais contribué discrètement et généreusement et qu'elle espérait que j'étais entouré d'amour, où que je sois. Attaché à son commentaire, il y avait une capture d'écran d'un reçu de don du début de l'automne. Mon nom était dans le coin, à peine perceptible, mais assez visible pour que quiconque comprenne que j'avais aidé l'église en coulisses, bien avant que ce désordre des fêtes ne commence. L'effet a été immédiat. Le fil a explosé de commentaires sincères et de mots gentils. Les gens ont écrit sur les fois où j'avais aidé à la banque alimentaire, comment j'arrivais toujours tôt pour empiler des boîtes ou restais tard pour balayer le sol. Quelqu'un a mentionné comment je donnais des cours particuliers à leur petit-fils pendant l'année scolaire. Un autre a dit que ma présence leur avait manqué au bazar de l'église et espérait que je reviendrais un jour. Pendant un moment, je suis resté assise là, dans la petite boulangerie, ma brioche intacte, à lire les choses que les gens disaient de moi. C'était comme découvrir des preuves de ma propre existence dans des endroits où je n'avais pas réalisé que je comptais. Mais ensuite, j'ai pensé à ma mère lisant les mêmes commentaires. Je l'ai imaginée dans cette grande cuisine de chalet, le tablier noué trop serré, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de supprimer les choses plus vite qu'elles n'apparaissaient. Elle a dû sentir les regards de ses amis et la pression de chaque question. Je l'ai imaginée se tournant vers mon père, contrarié, et lui balayant le sujet jusqu'à ce que le poids de l'attention publique le force à s'en soucier. J'ai imaginé mon téléphone s'allumant encore et encore alors qu'il tentait de reprendre le contrôle d'un récit qui leur avait échappé. La porte de la boulangerie s'est ouverte et une rafale d'air froid est entrée, faisant voler les serviettes sur le comptoir. J'ai levé les yeux et j'ai vu une famille entrer, les joues roses à cause du vent. Un garçon a tiré sur la manche de son père et a montré un plateau de viennoiserie. Sa mère s'est penchée et a embrassé le sommet de sa tête. L'image m'a piqué les yeux. Pas des larmes, exactement, mais quelque chose de proche.
J'ai cligné des yeux et j'ai regardé à nouveau mon téléphone. Un dernier commentaire était apparu sous le message de Sharon. Il venait d'une femme que je connaissais à peine, quelqu'un qui a simplement écrit que parfois, ceux qui font le plus pour les autres sont ceux qu'on oublie dans leur propre maison. J'ai dégluti difficilement. Il n'y avait rien que je puisse dire à cela. Rien qui puisse rendre la vérité plus petite. J'ai rassemblé mes affaires lentement, j'ai glissé mon téléphone dans la poche de mon manteau, et je suis sorti dans la rue froide. L'air m'a mordu les joues, et la ville a bourdonné autour de moi. La journée semblait plus lourde maintenant, comme si le poids de ce qui se passait chez moi m'avait finalement rattrapé. J'ai recommencé à marcher, mes bottes claquant doucement sur le trottoir, pensant aux dames de l'église dans leurs pulls chauds et leurs voix aimables. Pensant à ma mère se démenant pour cacher une vérité qu'elle ne pouvait plus contrôler. Pensant à ce qui m'attendait à mon retour à Seattle. La décision qui se formait en moi devenait un peu plus claire à chaque pas. Paris a une façon d'adoucir les angles de vos pensées, même quand votre cœur se sent comme un poing fermé. Les jours suivants, j'ai laissé mes pieds décider où aller, comme si mon corps savait ce dont mon esprit avait besoin avant moi. Un matin, j'ai grimpé vers Montmartre, mon souffle se transformant en petits nuages dans l'air froid. Les rues étaient étroites et inégales, bordées de petites boutiques et de peintres installant leurs chevalets, même si leurs doigts devaient être gelés. J'ai regardé un homme esquisser le contour de la colline et j'ai pensé à la façon dont les gens pouvaient simplement voir un espace vide et imaginer quelque chose de mieux par-dessus. Je me suis dirigé vers la grande basilique blanche sur la colline, le Sacré-Cœur, et je me suis assise sur les marches en pierre avec une tasse de café en carton entre mes paumes. La ville s'étendait en contrebas, tous les toits, les cheminées et les clochers lointains se fondant en une longue ligne. Des familles étaient dispersées sur les marches autour de moi, emmitouflées dans des écharpes, prenant des photos et se passant des cornets en papier de marron grillé. J'ai essayé de laisser les sons me submerger, le bavardage en français et en anglais, les sirènes lointaines, les musiciens de rue jouant une douce mélodie à la guitare quelque part derrière moi, mais mon esprit revenait sans cesse à Washington, au chalet, à ma mère supprimant frénétiquement les commentaires sur la page de l'église. Plus tard dans l'après-midi, j'ai erré dans le Louvre, sans vraiment suivre le plan, me laissant simplement dériver de salle en salle. J'ai regardé des peintures de famille posant avec raideur, des pères au visage sérieux, des mères tenant des bébés, des frères et sœurs se tenant assez près pour se toucher. Dans certaines d'entre elles, une silhouette se tenait légèrement à l'écart, sur le côté, les yeux détournés du reste. Je ne pouvais m'empêcher de me voir à cette place à chaque fois. Quand je suis retourné au café de Claire vers la fin de la journée, le ciel était déjà sombre. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a glissé une tasse de chocolat chaud devant moi sans que je le demande. Elle s'est appuyée sur le comptoir en face de moi, essuyant un verre avec un torchon plus par habitude que par nécessité. « Journée difficile » demanda-t-elle doucement. Je lui ai raconté un peu. Pas tout, mais assez. J'ai dit que ma famille avait rempli un chalet sans moi et avait invité un homme qu'il connaissait à peine à ma place. J'ai dit que les gens de mon ancienne église demandaient où j'étais, et que ma mère paniquait plus pour sa réputation que pour ma sécurité. Je n'ai pas pleuré. Ma voix est restée étrangement calme, comme si je lisais l'histoire de quelqu'un d'autre. Claire a écouté. Vraiment écouté, ses yeux sombres et stables fixés sur les miens. Puis elle a posé le verre et a secoué lentement la tête. Dans ma famille, dit-elle, si quelqu'un avait essayé de laisser un enfant en dehors d'une photo, ma grand-mère aurait jeté l'appareil photo dans la rivière. Puis elle a souri un peu et a ajouté qu'elle croyait en quelque chose de très simple. Personne ne mérite d'être exclu de la photo de famille. Pas la vraie. Pas celle du cœur. Ces mots ont touché quelque chose de profond et d'ancien en moi. C'était une vérité si fondamentale, quelque chose qu'on apprendrait à un enfant au catéchisme. Mais l'entendre à voix haute, de la part d'une étrangère dans un café chaleureux à Paris, m'a fait réaliser depuis combien de temps je vivais comme si ce n'était pas vrai pour moi. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, je ne pouvais m'empêcher de rejouer les anciennes fêtes dans ma tête. L'année où mes parents ont emmené Émilie et Ethan en croisière dans les Caraïbes et m'ont dit, à 16 ans, qu'il n'y avait pas de place dans la cabine, que la réservation s'était embrouillée. La photo qu'ils avaient envoyée du navire avec une petite ligne manuscrite au dos me disant qu'ils auraient aimé que je sois là. L'année où ils sont allés à Las Vegas pour l'anniversaire d'Ethan et ont dit que ce n'était pas approprié pour une jeune femme de mon âge, puis sont revenus avec des histoires sur tous les spectacles qu'ils avaient vus qui étaient parfaitement adaptés aux familles. Ma remise de diplôme universitaire, quand j'ai traversé la Seine et que j'ai scruté les gradins à la recherche de la calvitie de mon père et de l'écharpe rouge préférée de ma mère, et que j'ai vu 3 sièges vides à la place.
le texto qu'ils ont envoyé plus tard disant qu'ils avaient perdu la notion du temps lors d'une dégustation de vin alors qu'ils célébraient le nouvel emploi d'Ethan. À chaque fois, il y avait eu une raison, un problème de budget, un problème d'horaire, un malentendu. Quelque part en cours de route, j'avais commencé à croire que j'étais la chaise supplémentaire, celle que l'on garde ou que l'on jette en fonction du nombre d'invités. J'étais assise en tailleur sur le lit, la lumière de la tour Eiffel clignotant faiblement au loin à travers ma fenêtre, quand mon téléphone a vibré avec une insistance différente. Ce n'était pas un autre message vocal. C'était une demande de FaceTime d'Emily. Pendant une seconde, j'ai failli la laisser passer. Puis j'ai accepté. Son visage a rempli l'écran, rouge et bouffi. Derrière elle, je pouvais voir un coin du salon du chalet, la cheminée en pierre, des chaussettes de Noël accrochées en une rangée parfaite. J'ai entendu des voix en arrière-plan, le cliquetis de la vaisselle, mon père disant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. Émilie n'a pas dit bonjour. Elle est allée droit au but, sa voix un mélange de colère et de douleur. Elle a dit que je n'avais aucune idée de ce que j'avais fait. Que depuis que j'avais posté cette photo de Paris, tout le monde s'en prenait à elle. Elle a dit que les gens lui envoyaient des messages lui demandant comment elle pouvait laisser sa propre sœur derrière, comment elle pouvait amener un petit ami de 3 mois à un voyage en famille alors qu'il n'y avait pas de place pour moi. Elle a pressé le talon de sa main contre son front et a laissé échapper un souffle tremblant. Elle a dit qu'on la faisait passer pour la méchante, la sœur qui avait choisi un homme plutôt que son propre sang. Elle a dit que les dames de l'église la regardaient comme si elle avait donné un coup de pied à un chiot le matin de Noël. J'ai écouté, laissant ces mots déferler. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle ne demandait pas si j'allais bien. Elle demandait pourquoi je lui avais donné une mauvaise image, sans jamais prononcer ces mots exacts. Du coin de l'écran, j'ai vu un mouvement. Eden était dans la pièce derrière elle, sur le côté, à moitié dans le cadre. Il était adossé au mur, les bras croisés, regardant l'écran avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Pas suffisant, pas amusé, quelque chose de plus proche de la lassitude. Émilie a continué à parler, disant que si j'étais restée silencieuse et à la maison, personne ne dirait ces choses. Elle a dit que nos parents étaient épuisés, que papa était furieux, que maman était au bord des larmes tout le temps, et que c'était un tel gâchis maintenant. Finalement, elle s'est arrêtée pour reprendre son souffle et m'a regardé droit dans les yeux, les siens brillants. Elle m'a demandé comment j'avais pu la mettre dans cette position, comment j'avais pu laisser tout le monde penser qu'elle avait choisi Eden plutôt que moi. Il y a eu une longue pause. Je pouvais entendre le faible crépitement du feu de leur côté, le son étouffé d'une télévision jouant dans une autre pièce. De mon côté du monde, le trafic parisien bourdonnait loin sous ma fenêtre. Avant que je puisse décider comment répondre, j'ai entendu la voix d'Eden. Il ne s'était pas rapproché, mais il n'a pas pris la peine de baisser suffisamment le ton pour que je ne l'entende pas. Je pense qu'ils ont raison, dit-il doucement. La tête d'Émilie s'est tournée brusquement. Qu'est-ce que tu as dit, a-t-elle demandé, sa voix devenant sèche. Eden s'est détaché du mur et s'est avancé un peu plus dans le champ. Son expression était calme, mais il y avait un sérieux dans ses yeux que je n'avais pas vu auparavant. Je pense qu'ils ont raison, a-t-il répété. Et cette fois, il n'y avait pas d'erreur possible. Tu m'as bien choisi à sa place. Vous tous, vous l'avez fait. Pendant un instant, nous sommes restés tous les trois dans ce silence étrange, en écran partagé. Le visage de ma sœur figé d'incrédulité. Eden se tenant là comme quelqu'un qui venait enfin de dire quelque chose qu'il retenait depuis toute la semaine. Et moi, assise dans une chambre d'hôtel à Paris, sentant quelque chose de lourd à l'intérieur de ma poitrine bouger juste un peu. Quelque chose dans la façon dont Eden l'a dit a atterri comme une pierre tombant dans une eau profonde. J'ai regardé le visage d'Émilie se tordre, d'abord de choc, puis avec ce regard tendu et défensif qu'elle avait depuis que nous étions enfants, quand quelqu'un osait lui faire remarquer qu'elle avait tort. Elle lui a lancé qu'il ne comprenait pas, qu'il n'était là que depuis quelques mois, que l'histoire familiale était compliquée. Il a simplement secoué la tête. Je pouvais le voir clairement maintenant, dans le coin supérieur de l'écran, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il a dit que parfois, il ne fallait pas longtemps pour voir ce qui était juste devant soi. Puis il a regardé droit dans la caméra pendant une seconde, droit sur moi, comme s'il voulait que je sache qu'il le pensait. L'appel s'est coupé un moment plus tard. Émilie a raccroché sans un au revoir. Mon écran est devenu noir et j'ai fixé mon reflet pendant un long moment. La faible lueur de la tour Eiffel derrière mon épaule, comme un témoin silencieux.
Je ne connaissais pas les détails de ce qui s'est passé dans ce chalet juste après. Pas à ce moment-là. Je les ai appris bride par bride plus tard, dans des confessions à moitié coupables et des conversations gênantes. Mais quand j'ai tout reconstitué, c'était comme regarder une pièce de théâtre dont j'avais manqué le premier acte, même si j'avais fait partie de l'histoire depuis le début. De retour au Colorado, Eden n'est pas resté longtemps après cet appel. Il a dit à Emily qu'il avait besoin d'air et est sorti. La neige était encore épaisse sur la terrasse, la montagne s'étendant dans cette vue de carte postale parfaite que mon père avait tant désirée. Mais Eden n'a pas pris de photos. Il a fait les 100 pas, son souffle sortant en bouffées blanches. À l'intérieur, mon père se plaignait bruyamment de messages de travail, regardant à moitié un match de football sans leçon. Son entreprise avait une discussion de groupe où les gens partageaient des photos de vacances et des choses légères pendant les fêtes. Quelqu'un y avait déposé ma photo de Paris avec une légende sur les voyages en solo et le courage. Quelques-uns de ses collègues avaient commenté qu'ils aimeraient pouvoir s'échapper en Europe aussi. L'un d'eux avait écrit que la vue était magnifique et avait demandé si c'était sa fille, car il reconnaissait mon nom de famille. Jusque-là, mon père s'en était tenu à une seule histoire avec ses collègues. Il leur avait dit que sa deuxième fille joignait à peine les deux bouts dans un appartement exigu et ne prenait jamais de congé, trop occupée par le travail pour prendre l'avion. Maintenant, j'étais là sur leurs écrans, debout devant la tour Eiffel avec les lumières derrière moi. L'histoire ne correspondait pas, et il détestait quand les choses ne correspondaient pas. Il a tapé une réponse rigide dans la discussion. Quelque chose sur le fait que j'avais gagné un concours de voyage grâce à mon travail. Ça ne sonnait pas juste, et il le savait. Quand un jeune collègue a répondu qu'il avait vu des gens sur les réseaux sociaux parler de ma légende et se demander pourquoi j'étais seul pour Noël, mon père a claqué son ordinateur portable si fort que l'écran a vacillé. Il est allé dans la cuisine et a critiqué ma mère sur le jambon trop cuit, même s'il était très bien. Quand elle a paru surprise, il a sifflé que les gens à l'église et au travail parlaient et que toute cette histoire devait être réglée avant qu'elle ne ruine tout ce qu'il avait construit. Ma mère avait sa propre tempête à gérer. Elle avait été entraînée dans une réunion vidéo avec le comité de l'église cet après-midi-là. Au début, elle pensait que c'était juste un point amical pour les fêtes. Puis elle a vu tous leurs visages alignés dans de petites fenêtres sur l'écran de l'ordinateur. Sérieux et gentil à la fois. Le pasteur Carole a demandé doucement comment j'allais. Madame Delaney a mentionné la capture d'écran du don et a dit que plusieurs femmes s'inquiétaient parce qu'il semblait que j'avais été très généreuse et pourtant, d'une manière ou d'une autre, non incluse dans les vacances de ma propre famille. Une autre dame s'est demandé à voix haute s'il y avait eu un malentendu, car personne ne pouvait vraiment imaginer mes parents me laissant de côté exprès. Ma mère a essayé de sourire et d'expliquer que j'avais choisi de voyager, que j'étais indépendante, que les jeunes étaient différents de nos jours. Tradition. Mais plus elle tournait autour de la question, plus les autres femmes devenaient silencieuses. Finalement, l'une d'elles, une enseignante à la retraite à la voix douce nommée Joyce, a dit que de l'extérieur, cela ressemblait à un schéma. Elle a dit qu'elles avaient remarqué que je n'étais pas sur les dernières photos de Noël, que je semblais toujours manquer aux grands événements. Elle a dit qu'elles aimaient mes parents, mais qu'elles m'aimaient aussi, et qu'elles ne pouvaient pas faire semblant de ne pas voir que quelque chose n'allait pas. Le visage de ma mère s'est crispé. Elle a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de problème, que les familles étaient compliquées, et que les choses étaient mal interprétées en ligne. Le pasteur Carole a attendu un moment, puis a dit qu'à mon retour, l'Église aimerait me parler directement, de femme à femme, pour entendre ma version des faits. Elle l'a dit gentiment, mais le message était clair. Elles en avaient fini de prendre la parole de ma mère comme la seule version de la vérité. L'appel s'est terminé par des bénédictions polies et des vœux de joyeux Noël. Ma mère a fermé l'ordinateur portable et est restée assise à la table de la cuisine pendant un long moment, les mains à plat sur le bois, respirant lentement comme si elle essayait de ne pas être malade. À l'étage, Megan faisait face à un autre type de règlement de compte. À son propre travail, loin du chalet, son manager aux ressources humaines l'avait convoqué à une réunion privée plus tôt cette semaine-là. Le message était à peu près le suivant: les problèmes familiaux personnels ne devraient jamais empiéter sur l'interférence professionnelle avec le personnel d'une autre entreprise, surtout pas par des canaux formels déguisés en inquiétude. Ils lui ont dit que contacter mon employeur avec un long email émotionnel sur ma prétendue instabilité, tout en s'identifiant avec son titre professionnel, frisait l'abus de sa fonction. Techniquement, cela n'avait pas encore enfreint de règles écrites, mais c'était assez proche pour mériter un avertissement sévère. Ils lui ont fait savoir que si quelque chose de similaire se reproduisait, cela irait directement dans son dossier de performance. Au moment où la veille de Noël est arrivée,
l'image à l'intérieur de ce chalet de montagne n'était pas aussi parfaite que les photos le suggéraient. Eden a regardé mon père aboyer des ordres, a regardé ma mère voltiger entre le four et son téléphone, a regardé Emily sursauter à chaque fois que ses notifications sonnaient. Finalement, il a dit à Emily que la façon dont j'étais traité ne lui convenait pas. Il a dit qu'il avait grandi dans une famille compliquée aussi, et qu'il connaissait la différence entre un conflit normal et quelqu'un utilisé comme bouc émissaire permanent. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas apprécier de faire semblant que tout allait bien alors que mon nom continuait d'apparaître sur les écrans comme le problème que tout le monde blâmait. Emily l'a supplié de rester, a dit qu'il pouvait arranger ça, que c'était juste un mauvais week-end. Il a secoué la tête. Il la respectait, a-t-il dit, mais il avait besoin de s'éloigner d'une situation qui lui semblait si fausse. Alors il a fait son sac, a remercié mes parents dans le salon avec une politesse rigide, et est sorti dans la neige. Mon père a marmonné quelque chose sur le drame. Ma mère l'a simplement regardé partir la bouche pincée, réécrivant déjà l'histoire dans son esprit pour pouvoir dire aux gens plus tard qu'il avait été instable depuis le début. Cette nuit-là, le chalet brillait de l'extérieur comme une carte postale, des lumières chaudes sur la neige, de la fumée s'élevant de la cheminée. Mais à l'intérieur, l'air était tendu. Mon père faisait défiler ses messages de travail, la mâchoire serrée. Ma mère planait au-dessus de son téléphone, surveillant la page de l'église comme quelqu'un qui regarde une tempête sur un radar. À la même heure, loin de là, à Washington, le comité de l'église a pris une décision dans un message de groupe discret. Ils ont convenu qu'à mon retour, ils s'assieraient avec moi. Fini les suppositions, fini les mises à jour filtrées. Ils voulaient entendre directement la femme qui s'était assise dans leur cuisine, avait empilé des boîtes dans leurs collectes alimentaires et s'était présentée discrètement à leur vente de gâteaux avec des tartes supplémentaires. Ils ont écrit qu'ils me contacteraient après les fêtes. Ils ont écrit que parfois, le seul moyen d'arriver à la vérité était de demander à la personne au centre du silence. Je ne savais pas encore cette dernière partie. Pas pendant que j'étais allongé sur un lit d'hôtel étroit à Paris, les lumières de la ville vacillant contre le plafond. Tout ce que je savais, c'est que mon téléphone était devenu étrangement silencieux pour la première fois depuis des jours et que quelque part, entre les marches de la cathédrale, le chocolat chaud de Claire et la phrase honnête d'Eden, l'histoire que j'avais vécue toute ma vie commençait à se défaire. J'ai à peine dormi la nuit avant mon vol. Paris m'avait enveloppé comme un manteau chaud, mais la pensée de replonger dans ma vraie vie me serrait la poitrine. Pourtant, le matin est arrivé. J'ai fait mes valises tranquillement, j'ai quitté l'hôtel et j'ai pris un taxi pour l'aéroport alors que le ciel au-dessus de la ville brillait d'un argent pâle. Le vol vers Seattle m'a semblé à la fois interminable et trop rapide. Je n'arrêtais pas de tout rejouer dans ma tête, des commentaires de l'église à l'honnêteté tranquille d'Eden, en passant par le regard vide sur le visage d'Emily avant qu'elle ne me raccroche au nez. Quand j'ai atterri, la pluie tombait en fines nappes glacées, comme elle le faisait toujours à Washington fin décembre. Les rues brillaient et les voitures se déplaçaient en longues files patientes, les essuie-glaces battant en rythme comme des cœurs fatigués. J'ai retrouvé ma vieille berline dans le parking de l'aéroport, j'ai enlevé la couche de feuilles mouillées qui s'était déposée sur le pare-brise, et je suis rentré chez moi. Mon appartement m'a accueilli avec son silence familier. Je n'ai déballé que le nécessaire pour la nuit, j'ai posé ma valise près du placard, et je me suis effondré dans mon lit. Quand mon réveil a sonné le lendemain matin, j'ai eu l'impression d'être arraché d'un monde pour être projeté dans un autre. Je me suis douché, j'ai enfilé un pull gris doux et un pantalon noir, j'ai attaché mes cheveux, et je suis allé chez l'Humaine Vista. Le bureau bourdonnait de cette étrange énergie post-vacances, tout le monde encore à moitié endormi par les voyages et les restes. J'ai essayé de me glisser dans le bâtiment sans me faire remarquer, espérant pouvoir atteindre mon bureau avant que quelqu'un ne me salue. Cet espoir a duré 6 minutes. Le téléphone de mon bureau a sonné juste au moment où j'ouvrais mon ordinateur portable. C'était la réception. Sa voix était tendue. « Mackenzie, ton père est là. » Mon estomac s'est noué. J'ai demandé si elle était sûre, et elle a chuchoté qu'elle avait essayé de lui dire d'attendre dehors, mais qu'il avait insisté pour me parler immédiatement. Avant que je puisse répondre, je l'ai entendu. Sa voix portait même à travers les murs de verre du hall. Il ne criait pas encore, mais le ton était sec et cassant, la façon dont il parlait quand il croyait qu'on lui devait quelque chose. Je me suis levé lentement. Une partie de moi voulait rester assise, comme si l'immobilité pouvait le faire disparaître. Mais j'ai marché vers le hall, parce que me cacher ne m'avait jamais aidé auparavant. Il m'a vu à la seconde où je suis sorti. Son visage était rouge, la mâchoire serrée,
les yeux brillants de cette sorte de colère qu'il réservait toujours au moment où il se sentait embarrassé. Il tenait un dossier rouge à la main. Du moins, je pensais que c'était un dossier. En s'approchant, j'ai vu que c'était une seule feuille de papier dans une pochette de protection. Sa voix s'est élevée dès qu'il a été à quelques pas. Te voilà. Enfin. J'ai gardé un visage neutre. Papa, tu ne peux pas être ici. C'est mon travail. Il a brandi le papier vers moi. Tu vas régler ça tout de suite. J'ai baissé les yeux sur la page. C'était une sorte d'excuse tapée, rédigée dans le langage formel et trop poli qu'il utilisait pour ses emails professionnels. Il y était dit que je regrettais d'avoir causé de la confusion pendant les fêtes, que mon voyage avait été réservé spontanément sans communication, que ma photo avait été mal interprétée, et que ma famille n'avait rien fait de mal. Mon nom était tapé en bas, attendant ma signature à l'encre. J'ai senti ma gorge se serrer, mais pas de peur, d'incrédulité. Papa, ai-je dit doucement, je ne signerai pas ça. Son visage s'est assombri. Tu vas le signer. Tu l'enverras à ta mère et à ta sœur, et nous le publierons dans le groupe de discussion de la famille, et tout ça sera terminé. Ta petite comédie a gâché Noël. C'est le moins que tu puisses faire. Quelques employés qui traversaient le hall ont ralenti, faisant semblant de ne pas regarder. Un agent de sécurité a tourné la tête. Et puis, par les portes principales, une silhouette familière est entrée, vêtue d'un long manteau beige et portant un sac en toile décoré de petites fleurs à l'aquarelle, ma tante Louise, la sœur aînée de mon père, mon être humain préféré dans toute notre famille. Elle m'avait envoyé un texto quelques jours plus tôt, disant qu'elle était désolée de la façon dont le voyage s'était déroulé et qu'elle m'aimait. Je ne m'attendais pas à la voir ici. Elle s'est déplacée rapidement, se plaçant devant moi comme si elle protégeait un enfant. Sa voix était posée mais pleine de feu. Richard, qu'est-ce que tu fabriques ? La tête de mon père s'est tournée brusquement vers elle, surpris. Louise, ça ne te regarde pas, elle a levé le menton. C'est là que tu te trompes. Quand tu viens sur le lieu de travail de ta fille et que tu commences à faire une scène, ça devient l'affaire de tout le monde. Elle m'a jeté un regard, ses yeux s'adoucissant juste une seconde avant de redevenir durs. Tu dois partir. Maintenant. Il s'est avancé. Je ne partirai pas tant qu'elle n'aura pas signé ce papier. J'ai senti Louise bouger légèrement, le bloquant avec son épaule. Elle a parlé lentement, avec cette sorte de calme qui effrayait toujours mon père plus que les cris. Tu te ridiculises. Et tu lui fais du mal. J'ai pu voir le muscle de sa mâchoire se contracter. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais une autre voix a retenti dans l'espace. Monsieur Hart, vous devez vous éloigner. Daniel, DRH, est entré avec un dossier sous le bras. Sa voix était calme mais ferme, le même ton qu'il utilisait lors des réunions de conformité. Vous êtes en infraction. Nous vous avons demandé de ne pas dépasser le hall sans autorisation. Si vous ne partez pas, nous devrons faire appel à la police. Mon père s'est tourné vers lui, incrédule. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis son père. Daniel n'a pas bronché. Et elle est une employée dans notre bâtiment. Votre présence crée un problème de sécurité. Veuillez partir de votre plein gré, ou la sécurité vous escortera à l'extérieur. Le visage de mon père est devenu rouge vif. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait crier, qu'il allait faire quelque chose d'imprudent, qu'il allait nous bousculer tous avec sa seule obstination. Mais ensuite, il a regardé autour de lui, les employés qui observaient derrière les bureaux, la réceptionniste figée sur sa chaise, l'agent de sécurité qui se rapprochait, et moi, la seule personne dans la pièce qui ne détournait pas le regard. Quelque chose dans son expression a changé. Pas de tristesse, pas d'excuses, juste le froid piquant de l'humiliation. Il a pointé un doigt vers moi. Ce n'est pas fini. Puis il s'est retourné brusquement et est sorti, les épaules raides, les pas trop bruyants. L'agent de sécurité l'a suivi jusqu'à l'entrée. Les portes vitrées se sont ouvertes et l'ont avalé sous la pluie. La pièce est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis Louise a expiré et s'est tournée vers moi avec un regard qui mêlait fierté et chagrin. Tu ne méritais pas une seule seconde de ça, dit-elle doucement. J'ai dégluti difficilement. Merci d'être venu. Elle a touché mon bras. Tu n'es pas seul là-dedans. Plus maintenant. Daniel s'est raclé la gorge doucement. Mackenzie, quand tu auras un moment plus tard aujourd'hui, s'il te plaît, passe à mon bureau.
Il y a quelques points que nous devons aborder, mais tu n'as aucun problème. Mes épaules se sont un peu détendues. D'accord. Louise a passé son bras sous le mien et m'a guidé loin du hall. Je pouvais encore sentir la pression du papier qu'il avait essayé de me faire signer, les fausses excuses, la seule chose qu'il pensait pouvoir tout effacer. Mais il était parti maintenant, et une partie de moi savait que quelque chose de beaucoup plus grand venait de s'ouvrir, comme une couture qui avait finalement cédé après des années de tension. Je n'étais pas sûr de ce qui allait se passer ensuite, mais pour la première fois, ce ne serait pas selon ces termes. Louise m'a raccompagné à mon bureau et s'est assise sur le bord de la chaise supplémentaire, comme si elle ancrait la pièce pour moi. Mes mains tremblaient encore un peu, mais c'était un tremblement différent maintenant, plus comme après une longue course qu'après une peur. Elle a touché mon poignet et a dit qu'elle avait vu beaucoup de choses dans cette famille, mais que me voir rester là, sans plier, était peut-être sa préférée. Puis elle est partie, promettant de prendre de mes nouvelles ce week-end, laissant derrière elle une légère odeur de café et le sentiment que quelqu'un, quelque part, me soutenait sans condition. Tard ce matin-là, je suis entré dans le bureau de Daniel. Il avait une pile de dossiers sur son bureau et mon dossier ouvert sur son écran, mais son expression était calme, pas critique. Il m'a dit que je n'avais aucun problème. En fait, il a dit que j'avais tout fait correctement. Je les avais informés lorsque les messages familiaux avaient commencé à empiéter sur le lieu de travail. J'avais été transparente sur le voyage et l'attention des réseaux sociaux. Puis il a mentionné l'email de Meghan. Il m'en avait déjà montré une copie pendant que j'étais à Paris, mais maintenant il m'a dit que notre équipe juridique l'avait examiné. Ils l'ont qualifié de tentative inappropriée d'un tiers d'interférer avec le statut d'un employé. Il a dit qu'ils avaient formellement bloqué son adresse et documenté toute l'affaire comme du harcèlement externe, et non comme un reflet sur moi. Il a ajouté, presque comme une pensée après coup, que les membres de l'équipe de direction respectaient la façon dont j'avais géré la situation, en particulier le fait que j'avais apporté des faits, pas du drame, comme il l'a dit. Il a souri un peu en disant ça, comme s'il avait emprunté la phrase de quelque part. Cet après-midi-là, les conséquences silencieuses ont commencé à se faire sentir. Pas pour moi, mais pour eux. J'ai eu des nouvelles de mon père par un collègue qui connaissait quelqu'un dans son cabinet. Mon père avait construit cette image publique au travail pendant des années, le père de famille dévoué avec les photos de vacances parfaites et les histoires sentimentales sur ses enfants. Cet incident de sécurité dans mon immeuble n'est pas resté confiné. Quelqu'un en avait enregistré un bout depuis la mezzanine juste quelques secondes de lui élevant la voix et se faisant escorter par la sécurité et ce clip avait atterri dans une discussion privée où les gens échangeaient des potins de bureau. Personne ne l'a publié publiquement, mais au sein de son entreprise, il s'est propagé rapidement. Les gens ont commencé à voir les autres fissures aussi, la façon dont il ignorait les jeunes collègues en réunion, la sécheresse de son ton quand les choses n'allaient pas dans son sens. Quand la même photo de Paris qui avait circulé dans mon bureau est apparue à nouveau dans sa discussion de groupe d'entreprise, cette fois avec moins de blagues et plus de silence, personne ne croyait plus à l'ancienne histoire. L'homme qui se vantait constamment de sa famille unie était soudainement l'homme dont la fille avait dû le faire escorter hors de son lieu de travail. Il n'a pas été licencié. Les hommes comme lui le sont rarement, pas tout de suite. Mais la prochaine grande campagne de marketing sur le thème de la famille n'a pas été confiée à son équipe. Un nouveau collègue a été invité à présenter à sa place. Le mot qui a circulé, celui que j'ai entendu par la rumeur, était qu'il n'était plus le visage sur eux de cette marque. Le monde de ma mère a changé d'une manière plus discrète. Ma mère avait vécu pendant des années de l'approbation qu'elle recevait des femmes de l'église, organisant des ventes de gâteaux et des spectacles, étant la première que le pasteur Carole appelait quand une garderie avait besoin d'être repeinte. Après la réunion Zoom où elles l'ont interrogée sur moi, les choses avaient semblé différentes, et elle pouvait le sentir. Une semaine après mon retour, l'église a envoyé les notes de planification pour le prochain Noël. Pour la première fois depuis des années, le nom de ma mère ne figurait pas sur le comité des événements de Noël. Elle a appelé Madame Delaney pour demander s'il y avait eu une erreur. Ce qu'elle a entendu à la place, c'est qu'il serait peut-être bon pour elle de se reposer cette année, de se concentrer sur la famille, et de laisser d'autres prendre le relais. Elle a dit à Louise plus tard que c'était comme être mise de côté discrètement, que les gens ne se précipitaient plus vers elle après le service pour complimenter ses décorations, qu'elle avait vu quelques-unes des dames plus âgées dans le couloir la regarder, puis détourner le regard. Elle m'a blâmé. Elle n'a pas vu combien de ces mêmes femmes avaient prié pour moi dans leur cuisine pendant des années. Le règlement de compte d'Émilie est venu d'une autre direction. Ses amis avaient tous vu ma publication de Paris et la façon dont elle avait rebondi sur les réseaux sociaux.
plus d'un d'entre eux lui a envoyé un message directement, posant une version de la même question, pourquoi sa sœur avait-elle passé Noël en France seule alors qu'il y avait un chalet plein de monde au Colorado? Elle a essayé de répéter l'histoire sur laquelle elle et mes parents s'étaient mis d'accord que j'étais occupé, que je préférais voyager, que je n'aimais pas la foule mais les gens qui m'avaient réellement rencontré n'ont pas cru cela. Une amie lui a rappelé que j'étais celle qui surveillait leurs enfants pendant les barbecues, que je restais tard pour aider à nettoyer quand les autres rentraient chez eux. Une autre a souligné à quel point il était étrange qu'un petit ami de quelques mois ait une place dans le chalet alors qu'une fille née dans la famille n'en avait pas. Après qu'Eden ait quitté le chalet plus tôt, il ne l'a pas ignoré, mais il a pris ses distances. Quand il s'est finalement assis avec elle pour un café en ville, il lui a dit gentiment qu'il tenait à elle, mais qu'il ne pouvait pas construire quelque chose de sérieux avec quelqu'un qui pouvait voir sa propre sœur se faire exclure et appeler ça un malentendu. Il a dit qu'il avait grandi dans une maison pleine de mensonges et qu'il essayait de ne pas répéter le schéma. Malgré tous les efforts qu'elle a fait pour rester loyale à nos parents, quelque chose en Émilie s'est brisé ce jour-là. Elle ne s'est pas précipitée pour les défendre. Pour la première fois, elle est restée assise là et a envisagé la possibilité que peut-être, juste peut-être, le reste du monde pouvait voir quelque chose qu'on lui avait appris à ne pas remarquer. Le karma de Meghan est arrivé, sous le couvert du langage d'entreprise. Le comité d'éthique de son entreprise a examiné son email de fin de soirée à mon directeur des RH et n'a pas aimé ce qu'il a vu. Elle a reçu un avertissement éthique formel, écrit et déposé dans son dossier personnel. Elle a été retirée d'un projet de grande envergure sur le bien-être des employés dont elle se vantait depuis des mois. Les collègues qui venaient la voir pour des conseils sur des questions sensibles sont devenus hésitants. La rumeur a circulé discrètement qu'elle avait brouillé la ligne entre son autorité professionnelle et son ressentiment personnel. Pour quelqu'un dont l'identité était construite sur le fait d'être l'experte de confiance en ressources humaines, ce changement a été profond. Alors que leur monde se rétrécissait, le mien a commencé à s'ouvrir. Quelques jours après l'incident du hall, Lucas, le vice-président des produits chez Lumen Vista, m'a convoqué dans son bureau. C'était un homme qui voyait grand, pensant toujours en termes de feuilles de route et de trimestres futurs. Il m'a demandé comment j'allais, et il l'a demandé d'une manière qui semblait humaine, pas comme un manager cochant une case. Puis il m'a dit qu'il voulait que je dirige une nouvelle initiative dont nous discutions depuis des mois, une fonctionnalité axée sur le bien-être et les limites au sein de l'une de nos applications phares, quelque chose qui aiderait les utilisateurs à gérer les attentes familiales et la surcharge numérique pendant les saisons de grand stress comme les fêtes. Il a dit que mon travail avait toujours été solide, mais que cette situation lui avait montré autre chose, que je comprenais ce que signifiait tracer une ligne et rester derrière, même quand ça faisait mal. Il voulait que cette perspective soit intégrée au produit. Le projet est venu avec une augmentation et plus de visibilité. Il est également venu avec un message discret en dessous, un qui disait haut et fort que mon entreprise ne me voyait pas comme brisé ou instable. Il me voyait comme quelqu'un de digne de confiance, à qui l'on pouvait en confier davantage. Un soir, environ 2 semaines après que tout se soit installé dans cette nouvelle et difficile normalité, je suis rentré du travail pour trouver une petite pile de courrier sur mon paillasson. La plupart étaient du courrier indésirable. Une enveloppe s'est démarquée, du papier crème épais, mon nom écrit dans une écriture soignée et bouclée. Pas d'adresse de retour, juste un simple nom d'église estampillé dans le coin. Je l'ai emporté dans la cuisine, je me suis versé une tasse de thé, et je me suis assise à la table avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une note pliée sur du papier à en-tête de l'église, mais les mots étaient manuscrits. Plusieurs styles différents d'écriture cursive encombraient la page, comme une courte pointe de voix. Il me remerciait pour les années où j'avais aidé en arrière-plan, pour la façon dont je m'étais présenté discrètement pour les collectes de nourriture et les soirées de jeûne. Il disait qu'ils étaient désolés de ne pas avoir posé plus de questions plus tôt. Près du bas, dans l'écriture familière et soignée du pasteur Carole, il y avait une ligne qui m'a serré la gorge. Tu as toujours eu ta place parmi nous, Mackenzie. J'ai lu cette phrase 3 fois. Elle n'a pas effacé magiquement la douleur. Elle n'a pas transformé ces femmes en mères de substitution. Mais elle a fait quelque chose de petit et d'important. Elle m'a rappelé que tandis qu'une table avait repoussé ma chaise pendant des années, il y en avait toujours eu une autre où quelqu'un avait mis une assiette supplémentaire, même si je ne l'avais pas remarqué. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe et je l'ai laissée sur le comptoir où je pouvais la voir. Dehors, la pluie de Seattle tapotait contre la fenêtre. Mon téléphone a vibré une fois sur la table, un nouveau message apparaissant sur l'écran. Cette fois, ce n'était pas de mes parents. C'était de Louise, me demandant si je voulais venir dîner pour un réveillon de Noël tranquille. L'invitation était là sur mon écran,
comme un endroit d'où atterrir. J'ai tapé que j'adorerais et j'ai posé le téléphone. La lettre de l'église reposait toujours à côté de ma tasse de thé. Le lendemain matin, une demande d'appel vidéo de groupe est apparue sur mon téléphone alors que j'enfilais mon manteau. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes avant de l'accepter. Mes parents et mes frères et sœurs sont apparus dans leur petite case, l'éclairage inégal et l'ambiance encore plus. Mon père avait l'air irrité. Ma mère avait l'air fatiguée. Ethan avait l'air impassible. Et Emily semblait avoir pleuré, mais ne voulait pas qu'on lui pose de questions. Mon père a commencé à parler immédiatement. Il a dit qu'ils avaient besoin que je publie quelque chose pour calmer le jeu, que je devais dire aux gens que la famille ne m'avait pas abandonné, que toute la situation avait été exagérée par des étrangers qui ne comprenaient pas comment les familles fonctionnaient. Il a dit que le malentendu avait causé beaucoup de problèmes inutiles à l'église et à son travail, et que c'était ma responsabilité de corriger cela. Ma mère a ajouté, avec son ton plus doux mais plus aigu, celui qui coupait toujours plus profondément parce qu'il était enveloppé de déception. Elle a dit que les gens la jugeaient injustement et que je devais aider à réparer les dégâts. J'ai écouté sans interrompre, laissant leurs mots me passer dessus comme une marée froide. Quand ils ont finalement fait une pause, attendant que j'accepte comme je l'avais toujours fait, j'ai pris une inspiration. Non. Je ne publierai rien. Pendant un instant, personne n'a parlé. Le silence était tranchant. Mon père s'est penché plus près de l'écran, sa voix s'élevant. Il a dit que j'étais égoïste, que je ne pouvais pas comprendre la position dans laquelle j'avais mis la famille, que mon silence avait des conséquences pour tout le monde. Il a terminé avec la même accusation qu'il avait utilisée toute ma vie, tu détruis cette famille. J'ai senti quelque chose en moi s'apaiser. Pas bruyamment, pas triomphalement, mais paisiblement, comme une porte qui se ferme doucement. Non, ai-je dit. Je ne détruis pas la famille. Je ne laisse simplement plus la famille me détruire. L'écran est redevenu silencieux. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée, comme si elle voulait argumenter mais ne trouvait pas le bon angle. Ethan a détourné le regard. Emily a dégluti difficilement, ses yeux vacillant d'incertitude. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne s'est pas précipitée pour me corriger ou les défendre. Elle m'a simplement regardé comme si elle voyait quelque chose qu'elle n'avait pas pris la peine de chercher auparavant. Je pouvais la voir se préparer à quelque chose, peut-être des excuses, peut-être une confession qu'elle avait su, quelque part au fond d'elle, que c'était mal. Peut-être juste le début d'une phrase qui comptait. Mais quoi que ce soit, elle n'a pas pu le sortir. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, ont tremblé, puis se sont refermées. La voix de mon père est revenue, plus forte cette fois, désespérée et en colère. Il a dit que je ne comprenais pas la loyauté ni la famille, que je les avais embarrassés, que j'avais agi comme une enfant. Il a dit que je devais arrêter d'être dramatique et réparer ce que j'avais cassé. Mais sa voix ne me serrait plus la poitrine comme elle le faisait quand j'étais enfant. Elle ne me donnait plus les mains froides ni ne faisait courir mon esprit à la recherche de moyens de l'apaiser. C'était juste du bruit. Je leur ai souhaité bonne chance. Je leur ai dit que j'espérais qu'ils passeraient des vacances paisibles. Et puis je leur ai dit que je ne ferais pas partie d'une histoire qui m'effaçait pour leur donner une meilleure image. Avant que l'un d'eux ne puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel. L'appartement est devenu silencieux. Mon souffle a tremblé une fois, puis s'est stabilisé. Dehors, la pluie de décembre frappait la fenêtre en lent et doux tapotement, presque comme des applaudissements. J'ai attrapé mes clés et j'ai traversé la ville jusqu'à la maison de Louise. Elle vivait dans une petite maison de style artisan avec un large porche et des guirlandes de lumière chaude le long de la balustrade. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir la douce lueur orange de sa cheminée et l'ombre de sa petite fille, Mia, courant dans tous les sens avec la joie chaotique que seuls les enfants possèdent. Quand je me suis garé dans l'allée et que je suis sorti de la voiture, la porte d'entrée s'est ouverte en grand. Mia a dévalé les marches en chaussettes pelucheuses et a jeté ses bras autour de ma taille. « Tati Kanzi » a-t-elle crié. « Tu es venu. C'est ton Noël. » Je me suis penché et je l'ai serré dans mes bras, sentant la chaleur de ses petits bras autour de mon cou. Louise est sortie derrière elle, souriant de cette façon qui détendait chaque os de mon corps. À l'intérieur, la maison sentait la cannelle, le pain et quelque chose qui rôtissait lentement dans le four. Le sapin était surchargé de décorations qui ne s'accordaient pas, chacune ayant sa petite histoire. J'ai enlevé mon manteau et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'entrer dans une pièce où personne n'avait besoin que je me fasse petite. Nous avons passé la soirée à cuisiner, à rire,
a laissé la nuit se dérouler sans performance ni pression. Après le dîner, nous sommes sortis, enveloppés dans des couvertures, pour regarder les feux d'artifice du quartier que quelqu'un tirait chaque réveillon de Noël, comme une tradition que personne ne remettait plus en question. Le ciel s'est fendu de couleurs, des éclats vifs de rouge et d'or sur le fond sombre. J'ai penché la tête en arrière, laissant l'air froid me mordre les joues, laissant le son résonner dans ma poitrine comme quelque chose qui se libérait. Louise se tenait à côté de moi, sa main chaude sur mon épaule. Mia s'est appuyée contre moi, son souffle formant de petits nuages dans l'air. Pour la première fois depuis des années, Noël ne ressemblait pas à quelque chose que je devais mériter. Il semblait juste être le mien. Et si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci, le silence peut être un pouvoir, et la vérité, la plus éclatante des vengeances. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez.